C'est une plongée dans la littérature, dans le monde du cinéma et des séries, dans la sphère aussi des célébrités au sens large que nous propose ce matin notre invité. Une plongée à la recherche de sœurs, des sœurs célèbres dont on nous a raconté l'enfance, dont on a suivi les aventures. Elles sont 2, 3, 4 ou 5 et pourtant, pour nommer ce groupe, ce clan, ce duo, on utilise un mot masculin, mot dérivé du mot frère, fratrie. Blanche Leridon, bonjour. Bonjour. C'est d'ailleurs ce qui vous a intrigué et qui vous a amené à écrire ce livre, Le château de mes sœurs, des Brontë aux Kardashian, enquête sur une fratrie féminine aux éditions Les Pérégrines. C'est le point de départ de cet essai, le fait qu'il n'y ait pas de mots pour définir et nommer justement une fratrie féminine. Exactement. Le point de départ de ce livre, c'est l'absence de mots pour désigner ce qu'on forme d'ailleurs mes sœurs et moi, puisque je suis la cadette d'une fratrie de 3. Et pour moi, cette absence, c'est pas simplement un oubli anodin de la langue. Ça vient révéler aussi toute une histoire, toute une sociologie qui a fait qu'en réalité, on n'a pas voulu vraiment donner de mots parce qu'on n'a pas voulu vraiment reconnaître l'existence de cette réalité-là, parce que pendant très longtemps, avoir uniquement des filles, c'était considéré comme un fardeau, c'était considéré comme une anomalie. Et encore dans certaines sociétés, je parle notamment dans mon livre de la Chine ou de l'Inde ou d'autres pays où le phénomène est peut-être moins connu comme l'Arménie, où on redoute toujours de n'avoir que des filles parce que c'est un poids un peu considérable pour leurs parents et que donc on n'a pas voulu que cette forme-là existe et donc on ne s'est pas donné la peine de lui donner un nom. Et alors du coup, vous proposez pas vraiment de solution puisque vous utilisez le terme fratrie féminine. On pense à fratrie sorori, comme il existe fraternité sororité aujourd'hui, un mot qu'on utilise effectivement de plus en plus. Pourquoi pas avoir choisi? Alors, je mentionne effectivement ce mot de sororie. Il y a plusieurs historiens, et notamment un historien spécialiste des frères et sœurs qui s'appelle Didier Lett, qui a énormément travaillé sur cette question et qui le met dans le débat et que je trouve effectivement très très intéressant. Mais moi, l'idée, c'était pas tant de donner un mot, sinon le livre, il aurait été infiniment plus maigre qu'il ne l'est aujourd'hui. C'était vraiment de dire, à défaut du mot, on va essayer de comprendre déjà ce que c'est. On va essayer de comprendre ce que c'est que d'être sœur, la façon dont elles ont été représentées dans le cinéma, la littérature, et aussi la pop culture et d'essayer d'en tirer quelques conclusions utiles aussi pour une lecture du féminisme contemporain. Blanche Leridon, voici quelques exemples donc dans cette pop culture. It's been a lot of tension. It's really hard to watch people talking about you. I don't feel understood. And I hate you. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est piégés. On va l'affronter ensemble. Souvenez-vous de la planche magique. De l'inscription qui était au dos. Le pouvoir des trois nous libérera. Marie et moi, on a eu chacune une pièce d'un penny toute neuve. Un gros biscuit en forme de cœur et une paire de moufles rouges comme Monsieur Edwards quand il était petit au Tennessee. C'est le meilleur Noël qu'on ait jamais passé. Pas seulement à cause des beaux cadeaux qu'on a reçus, mais aussi parce que maman a été gentille avec Monsieur Edwards. Grande actrice de ce côté du Mississippi, Miss Meg March. Oui. Excellent. Bravo. Rapport hebdomadaire, Meg, bien. Joe, médiocre. Bette, très bien. Et Amy, plutôt moyen. Excellent travail. Excellent. Oui, on est fait, messieurs. Dans l'ordre d'apparition, les sœurs Kardashian, les sœurs Halliwell, les sorcières de la série Charmed, les sœurs Ingalls de La petite maison dans la prairie et puis les 4 filles du docteur March. Blanche Leridon, vous dites les exemples sont pléthoriques et pourtant toutes nous avaient déjà procuré d'amusants reflets, beaucoup plus rarement de véritables modèles. Oui, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est la façon dont ces représentations, elles ont un impact absolument considérable sur la façon dont vous construisez, la façon dont vous grandissez en tant que fille et en tant que fille membre d'une fratrie féminine. Et c'est vrai que quand les modèles que vous avez à disposition, ce sont les petites filles modèles de la comtesse de Ségur, puis plus tard peut-être, dans les exemples que vous avez mentionnés dans ce petit montage, les sœurs Ingalls ou les sœurs March, voilà, vous avez un idéal de discipline, de sagesse, avec un ordre bien agencé. Et c'est vrai que ça vous enferme dans des représentations qui sont peut-être un tout petit peu rigides et un tout petit peu limitées et qui ne montrent pas tout ce qu'on peut déployer en tant que fille et en tant que collectif de filles. Et c'est pour ça que j'aime bien les premiers
premiers exemples que votre petit Magnéto a mis en avant. À la fois les sœurs Halliwell dans Charmed, vous savez, donc ces sorcières qui officiaient dans le San Francisco contemporain, mais qui étaient dotées de pouvoir et qui combattaient les forces du mal. Évidemment, les sœurs Kardashian, alors, sans évidemment défendre le modèle de féminité qu'elles développent. Moi, j'aimais bien chez les sœurs Kardashian cette façon qu'elles ont de faire ce que j'appelle le renversement du paradoxe de la multitude. C'est-à-dire que pendant longtemps, plus vous aviez des fratries féminines pléthoriques, plus la charge était lourde et donc plus ce format-là était redouté. Et l'exemple archétypique pour moi, c'est vraiment les sœurs Bennett dans Orgueil et préjugés de Jane Austen, où 5 filles qu'il faut marier. C'est donc un poids économique et social considérable pour leurs parents. Et ce mariage, d'ailleurs, c'est la seule façon de s'émanciper, de sortir de ce cadre-là et de cette fratrie féminine. Exactement. Et donc là où j'aime bien, moi, le modèle des Kardashians, c'est qu'elles viennent renverser ça. C'est-à-dire que c'est de leur multitude qu'elles tirent leur force. Et donc l'empire qu'elles ont construit, il a énormément de défauts et le féminin alternatif qu'ils proposent, il n'est pas forcément plus flatteur que ne l'était l'idéal de vertu des petites filles modèles, mais il a au moins cette vertu-là de venir bousculer quelque chose dans nos représentations, comme l'ont fait les sœurs de Charmed que vous avez citées et d'autres que je cite dans le livre. Moi, j'aime beaucoup notamment l'exemple de la série Fleabag de Phoebe Waller-Bridge, où alors on parle beaucoup de ce personnage principal-là, mais il y a la relation avec sa sœur que je trouve assez virtuose dans la façon dont elle est montrée à l'écran. Et j'aime bien qu'on vienne un petit peu déconstruire les préjugés et les stigmates attachés au féminin et d'autant plus attachés aux sœurs. Alors, vous l'avez dit, avoir des filles, c'était un poids, c'était le regard de la société, c'était donc aussi ensuite la façon de construire socialement ces personnages-là et le rôle de chacun dans cette fratrie. Et vient très rapidement, d'ailleurs, dans votre livre, la rivalité entre les sœurs. C'est le cas, par exemple, entre Kate et Pippa Middleton. C'est le cas aussi sur les terrains de tennis des sœurs Williams, Venus et Serena. D'où vient cette rivalité ? Alors, cette rivalité, ce que je montre dans le livre, c'est qu'on a volontairement mis l'accent dessus comme si elle était l'alpha et l'oméga des relations entre sœurs. C'est-à-dire, deux sœurs sont nécessairement rivales dans les imaginaires collectifs et on a toujours théâtralisé, instrumentalisé cette rivalité aussi d'une certaine manière pour les discréditer. Et c'est vrai qu'il y a un exemple qui m'intéresse beaucoup. On a voulu notamment mettre en avant la rivalité présumée entre Catherine Deneuve et sa sœur Françoise Zorlach, qui, vous savez, est décédée très jeune. Alors qu'en réalité, si on regarde les témoignages de l'une et de l'autre et de leur entourage à l'époque, avant tout, c'était des sœurs extrêmement complices qui s'aimaient beaucoup. Et il y a eu cette volonté toujours de construire une rivalité qu'on retrouve à la fois dans les exemples fictifs, puisque je pense par exemple aux deux sœurs, les deux filles du père Goriot qui se chamaillent, qui sont sans cesse en train de se jauger l'une l'autre, qui doit avoir le plus beau mari, le plus riche, qui sera accueilli dans les salons prisés de Paris. Ça veut dire que cette rivalité-là, c'est un regard masculin sur le rapport entre deux sœurs. Exactement. Et au-delà même de la fiction, ce qui est intéressant, c'est que dans le commentaire de la vie même et du réel, on a aussi repris ces vieux schémas-là et qu'on cherche sans arrêt. Voilà ce que je montre. Il y a plein de frères célèbres dans le sport. Jamais on les a traités comme on a traité Serena et Venus Williams, à toujours vouloir chercher une rivalité en dehors des cours de tennis, qui là, pour le coup, est une rivalité parfaitement légitime parce qu'elle se situe sur le combat sportif. Mais on a voulu aussi créer cette rivalité-là dans leur vie avec ce personnage paternel central qui aurait été un petit peu à l'origine de tout ça, grand manipulateur aussi de la rivalité entre ces deux sœurs. Donc c'est vrai que essayons aussi de déconstruire ça et de montrer que les relations entre sœurs, c'est infiniment plus de choses que cette rivalité supposée congénitale. Et qui ne sont pas toujours, et qui sont d'ailleurs souvent en rapport avec les hommes et qui ne sont pas du tout basées sur la véritable relation entre ces sœurs. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre, face à cette rivalité, il y a une forme de complicité qui peut aussi s'instaurer et qui existe avec ce que vous appelez le sister art. Et là, c'est par exemple le cas de Virginia Woolf et de Vanessa Bell, ou encore de Simone et Hélène de Beauvoir, même s'il y en a une qui est peut-être plus connue, qui a pris le dessus, il y avait véritablement au sein de leur chambrée une forme d'intimité qui a stimulé la créativité, une forme d'émulation entre elles. Exactement, et vous avez cité un exemple qui, moi, me tient très à cœur, qui est celui de Simone de Beauvoir et sa sœur Hélène. Parce que c'est vrai que quand on
parle notamment du féminisme de Beauvoir, on a plutôt tendance à l'associer à son amitié qu'elle avait avec Isabelle Zaza, qui était sa meilleure amie, qui est morte elle aussi très jeune. Et on oublie un petit peu le rôle qu'a pu jouer sa sœur Hélène. Or, quand vous lisez Les Mémoires d'une jeune fille rangée, ce qu'il en ressort quand même, c'est que Simone de Beauvoir, la première des filles qu'elle a sauvées, qu'elle a amenées à s'émanciper dans un milieu conventionnel assez bourgeois, où on ne voulait pas, enfin, leurs parents étaient très peu favorables à ce que Hélène fasse de la peinture, parce que c'est devenu ensuite une grande peintre. Et ben Simone, elle est allée l'aider. Elles avaient une complicité, effectivement. Simone écrivait, et puis Hélène venait illustrer les récits de sa grande sœur. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce duo qu'elle forme. Alors, celui de Vanessa Bell et de Virginia Woolf, c'est un tout petit peu plus complexe parce que il était peut-être un peu plus toxique, mais on y reviendra peut-être. Alors que celui de Simone Hélène de Beauvoir, pour moi, il incarne quelque chose qu'on n'a pas voulu suffisamment mettre en avant, qui est cette capacité à créer ensemble dans l'intimité de leur chambre d'enfant, puis ensuite en grandissant. Alors évidemment, je ne veux pas fantasmer, idéaliser de cette relation, et on sait, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur la relation entre les deux sœurs, qu'elles ont pu avoir des moments beaucoup plus difficiles dans leur relation, mais j'ai envie de dire, c'est humain, et il y en a dans toutes les relations humaines, quel que soit votre genre, quelle que soit la configuration de votre fratrie. Mais moi, ce que j'en retiens quand même essentiellement, c'est cette capacité qu'elles ont eue à s'émanciper ensemble et dans les arts, à créer ensemble. Et c'est ça qui me semble le plus intéressant. Est-ce que ça veut dire, Blanche Leridon, que dans la représentation et dans les constructions sociales qu'on peut avoir dans la tête, on va plus créer un lien de sœur entre deux femmes qui n'ont pas de lien filial, plutôt que d'accepter en fait cette complicité au sein d'une fratrie? Ce que je montre en tout cas, c'est qu'il y a un mot qui existe, c'est celui de sororité, mais qu'il est amputé en quelque sorte de son état antérieur, qui est la sororie, pour reprendre le terme de Didier Lett. Donc effectivement, moi ce que j'essaie de retracer dans un des titres provisoires du livre, c'était l'archéologie de la sororité, c'est de montrer que autant la fraternité n'existerait pas sans la fratrie. Et donc peut-être la sororité lui manque, alors sans être dans une démarche essentialiste et dire que c'est les sœurs biologiques qui auraient tout créé et que leur pendant sociologique construit serait quelque chose de moins important. Pas du tout. Au contraire, moi je les mets sur une même place et dans une même position. Mais j'essaie de montrer comment est-ce que ces figures de sœurs peuvent aussi nous aider à mieux comprendre tous les empêchements qu'il y a dans la sororité aujourd'hui. Et si on arrive bien à consolider cet état intérieur, je suis convaincue que ça ne fera que favoriser l'état qui le suit. Comme vous abordez aussi votre propre histoire personnelle, votre propre rôle de cadette dans votre fratrie féminine, justement, comment est-ce que vous avez analysé, vous vous situez dans quel schéma est-ce que vous avez réussi à vous situer, ou est-ce que vous avez pris un peu de chaque modèle pour construire effectivement votre histoire? Alors, c'est intéressant que vous parliez de schéma, parce qu'il y a effectivement énormément de préjugés, d'assignations en fonction de la place dans la fratrie. Qui sont en réalité, il y a des injonctions, je les ai décrites, qui pèsent sur les petites filles en général. Voilà, une fratrie, 3 petites filles, c'est un idéal de discipline, de sagesse, on est mignonne, on est coiffée pareil, habillée joliment, on fait pas trop de bruit. On est discrète. Etc. Mais au-delà des injonctions qui pèsent sur le groupe, vous avez aussi des injonctions qui pèsent sur chacun en fonction de l'ordre d'apparition. C'est vrai que je prouve que ça peut être encore plus dur aussi pour ceux qui sont supposés incarner ce que vous projetez sur elles. Et c'est le cas par exemple de l'aîné, à qui on confie une responsabilité, un idéal aussi peut-être un peu plus de sagesse, de petite maman qui devrait un petit peu éduquer ses sœurs cadettes et Benjamine. Et puis il y a la petite dernière avec cette injonction à la drôlerie, à la légèreté. Si vous êtes petit dernier, c'est peut-être un peu lourd et vous n'avez pas forcément envie d'être le bout en train rieur des dîners de famille qui vient apporter ses blagues et sa légèreté. Et puis au milieu, c'est un petit peu mon cas. Et si je me remets dans ces schémas qui sont encore une fois des schémas très construits, c'est l'enfant du milieu, alors avec un positionnement un tout petit peu plus bâtard, où vous ne savez pas vraiment ce que vous êtes entre les deux. Et ce qui peut être peut-être très libérateur, parce que ce ne sont pas les mêmes injonctions qui pèsent sur vous, qui à mon sens sont beaucoup plus lourdes, celles qui pèsent sur l'aîné et sur la petite dernière, ou au contraire qui peut être un peu inhibant, où vous cherchez sans cesse une personnalité, une position, une légitimité. Et c'est vrai que alors moi
je suis à l'aise, je crois, dans ma position de cadette, mais je conçois à quel point ça peut être difficile aussi dans certaines autres fratries. Vous posez, Blanche Le Ridon, aussi la question de comment est-ce qu'on peut rester sœur une fois que effectivement l'enfance est dépassée, que les sœurs ne vivent plus sous le même toit et ne cohabitent plus et deviennent des femmes adultes en quelque sorte. Exactement. Alors ça, c'est un des chapitres qui m'a le plus intéressée dans le livre, parce que c'est vrai que les petites filles, les sœurs, quand elles sont petites, quand elles sont enfants, vous avez des représentations absolument pléthoriques d'elles. Et puis, dès qu'elles vieillissent, entre guillemets, en tout cas, dès qu'elles sortent du carcan de l'enfance et du noyau familial, elles disparaissent. Ou alors, elles sont de vieilles sorcières comme celle d'Hocus Pocus ou celle de Macbeth. Elles sont de vieilles sorcières acariâtres qui ne peuvent que être enfermées et synonyme un peu de repoussoir. Et donc, je voulais dire, mais en fait, en réalité, vous avez le droit, passé l'âge prescrit de l'enfance, de rester un collectif soudé et de conserver, sur la base du volontariat, une relation entre sœurs. Et c'est vrai que ces relations-là, elles sont infiniment moins montrées et on en parle beaucoup moins. Et ça me paraissait être un grand paradoxe qu'il y a des démographes et sociologues américains à la fin des années 60 qui prédisaient qu'en réalité, dans les années 2000, du fait de la montée en puissance de l'individualisme et de la baisse de la natalité, la relation entre germains, donc là, indépendamment du sexe de ceux qui composent les fratries, serait un petit peu l'idéal social parce que vous auriez la robustesse des liens familiaux et en même temps cette horizontalité similaire à l'amitié. Et ben, ce phénomène-là, il n'a pas du tout advenu, contrairement à ce que ces scientifiques américains prédisaient il y a près d'un demi-siècle. Et moi, ça m'interroge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reste extrêmement conventionnel et normé dans les relations adultes. Et si vous vivez avec vos deux sœurs, par exemple, en coloc, ce sera forcément synonyme de repousseur. C'est quoi ces trois vieilles sœurs qui vieillissent toutes les trois? Et c'est vrai qu'on laisse peu de place à ce collectif-là, passer un certain âge. Et j'essaie de montrer dans le livre comment est-ce qu'on peut le réhabiliter et pourquoi est-ce qu'il ne doit pas être juste ce synonyme de repoussoir que j'évoquais. Et il y a un dernier mot sur les représentations qui évoluent, les constructions sociales évidemment alternatives. En quelque sorte, vous avez parlé de la série Fleabag tout à l'heure, des sœurs Kardashian, mais aussi par exemple dans The Crown, il y a un rapport de nouvelles règles entre les deux sœurs, notamment la reine et sa sœur. Là aussi, il y a des choses qui ont évolué, notre regard qui a changé. Bien sûr, oui. Notre regard, il a beaucoup changé et c'est très heureux. Moi, un dernier exemple que je veux citer sur l'évolution du regard, c'est celui de La Reine des Neiges. Pourquoi ? Parce que c'est un des dessins animés Disney les plus regardés, plébiscités par la jeunesse. Et c'est quoi ? C'est plus l'histoire d'une princesse qui vient se faire sauver par son prince, c'est l'histoire d'une princesse qui vient de se faire sauver par sa sœur. Et ça, c'est on ne peut plus réjouissant. Le château de mes sœurs, des Brontë aux Kardashian, enquête sur les fratries féminines. Merci beaucoup Blanche Le Ridon d'être venue, enseignante à Sciences Po, essayiste. C'est aux éditions Les Pérégrines.